suite, nous retrouvons Rivage, Rivet à la page, émission littéraire présentée par Sandrine Bertani. Vous êtes sur Rivage, l'émission toujours plus proche de vous qui parle littérature aux personnes de la vallée du Gier, mais pas que. Nous sommes jusqu'à Lyon et justement Jean Ducreux aujourd'hui vient de Lyon pour nous parler de son activité littéraire. Alors bonjour Jean. Bonjour Sandrine. Jean, en plus il me semble que tu es originaire plutôt de la Loire, hein. Tu viens au départ de Feurs, c'est ça ? Feurs, oui c'est ça. Je suis ligérien, né à Montbrison. Scolarité première à Feurs, puis ensuite à Roanne, chez les curés, ensuite à Saint-Étienne, donc vraiment je connais bien le coin, oui. Et même après, tu as fait du basket dans toute la vallée du Gier. Dans toute la vallée du Gier, Ondaine, Gier, partout, quoi, oui, c'est vrai. Oui, oui. Donc un natif du Cru qui connaît bien la vallée du Gier et qui habite sur Lyon. Et que je mise dans certains de mes romans. Oui, tu en parles parce que tu es romancier également scénariste. Je crois que tu écris à la fois en anglais et en français. En fait, tu parles plein de langues. Hein. Oui, enfin oui. Ça me gêne toujours de... Mais non, il ne faut pas être gêné, hein, surtout quand c'est du talent. Oui, bon, disons que j'écris des scénarios en anglais, c'est vrai, oui. J'écris plus de scénarios en anglais d'ailleurs qu'en français. Et puis, mais si je devais revenir en arrière, c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée parce que j'aime bien écrire des scénarios, j'aime bien écrire du dialogue. Mais ça marchait moins bien que ma période romancier actuelle qui a commencé il y a 5 ans seulement. En 17. Mais c'est vrai, donc pour répondre à la question, j'écris aussi en anglais, oui. Donc plusieurs casquettes, et là, romancier, donc depuis 5 ans, avec déjà 5-6 livres à ton actif, donc ça veut dire quasiment 7 en fait. Le 7e est apparu en septembre, mais c'est assez curieux parce que j'avais le format scénario en tête et j'étais bien équipé pour écrire des scénarios, et quand il s'est agi d'écrire mon premier roman, eh bien, je ne savais pas si j'étais capable d'écrire il y avait trop de mots, il fallait mettre trop de phrases, etc. Or, j'ai tendance à être un petit peu en retrait, ce qu'on voit pas forcément quand on me... Mais ma personne secrète, en quelque sorte, est moins expansive que je ne le laisse paraître. Alors, comment on passe du scénario à l'écriture d'un livre ? Pourquoi ce déclic ? Alors... En fait, le déclic, je crois que je suis né beaucoup trop tôt sur différents plans. C'est-à-dire, par exemple, je suis un geek dans l'âme, et d'ailleurs mes collègues à la fac m'appelaient John Geek. En fait, j'aurais aimé, encore aujourd'hui, hier je faisais du développement pour des copains, etc. Donc je sais développer des logiciels dans au moins 5 ou 6 langages informatiques. Mais en ce qui concerne le scénario, ce qui m'intéressait, c'était justement 2 choses. D'abord, un contenu assez synoptique par rapport à un roman, c'est-à-dire qu'on met un slagline, c'est-à-dire extérieur, jour, nuit, etc., et puis on décrit un petit peu l'endroit. Les descriptions sont assez sommaires, et puis ensuite on dialogue. On dialogue, et ça me paraissait bien. D'autant plus que j'étais bien armé, je crois, sur le plan de la structure. C'est-à-dire que rien de ce que j'ai écrit, aussi bien en scénario qu'en roman, n'est jamais le fait du hasard. C'est-à-dire que c'est pour ça que je t'ai envoyé, par exemple, par email ces jours derniers, ce qu'on appelle outline en anglais, qu'on appelle synopsis en français, c'est-à-dire grosso modo le contenu du roman détaillé en 20 pages, pas plus de 20-25 pages. Ça fait penser à un chemin de fer pour ceux qui font du roman graphique. C'est-à-dire que le découpage est là, on passe d'une scène à une autre, l'intrigue avance. Des séquences, mais il y a aussi le ton, l'humour, les chutes, les connexions en fait entre les scènes. Exactement, c'est-à-dire que ça permet de découper de manière assez rigoureuse son histoire, et puis de donner le ton, de caractériser un maximum les personnages, de leur donner un caractère et une profondeur, hein, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, toi comme moi, et puis donc je me sentais bien armé pour ça, d'autant plus que sur le plan, je suis technicien dans l'âme, je crois. J'aurais pu être ingénieur plutôt que d'avoir été prof d'anglais comme j'ai été, c'est assez curieux, ou informaticien. Et donc je découpe de manière, y a rien laissé au hasard, aussi bien dans le scénario que dans le roman. En fait, j'écris très souvent la fin bien avant le milieu. C'est-à-dire que je commence, je cherche le ton, le style
pour moi, découle de l'histoire, c'est-à-dire que je n'écris pas pour faire du style, je raconte une histoire et que j'essaie de trouver un style adapté à cette histoire. Et donc, il faut que... Donc, je me mets en route assez lentement, finalement, avant de trouver le ton. Ça a été le cas pour le Moineau de Bellecour. On va en parler des deux catégories, en fait. Les livres peuvent être quand même regroupés, on va dire, sous deux trilogies. La première s'appelle Des crimes et des routes. Elle se passe plutôt dans la Loire, le Forêt, etc., avec des personnages qui sont des gendarmes et des représentants de la presse au sens très large du terme. On va avoir Le Progrès, France 3, etc. Ouais. Et donc des enquêtes qui sont plutôt ligériennes, même si des fois ils vont jusqu'à Lyon. Oui. Et puis il y a une deuxième trilogie sur le Moineau de Bellecour avec un privé qui s'appelle Nacho Obispo, d'origine espagnole, et donc dont le nom signifie l'oiseau, si j'ai bien compris. C'est pour ça le moineau. Il faut attendre la page 150 dans le tome 1 pour J'ai découvrir déjà pourquoi on dévoilé l'appelle. 2 ou 3 choses. Mais voilà, ce Alors, il moineau... s'appelle en fait Ignacio, Oui. Obispo, Fidalgo et Gorrión. Et Gorrión signifie moineau en espagnol. Voilà, quand on apprend son nom complet, on comprend le rapport avec le moineau. Oui. Et là, ce sont des enquêtes plutôt sur Lyon. Donc déjà, on a vraiment les Loire et puis ensuite Exactement, le c'est Grand ça. Lyon. Pourquoi avoir changé comme ça géographiquement d'endroit ? Est-ce qu'on peut parler de stratégie? Bien sûr, on peut parler de tout ce qu'on veut. Dans un premier temps, je me suis aperçu que il fallait que j'aie des choses. J'avais envie d'être lu. Je fais pas ça pour l'argent, parce que ça rapporte pas grand-chose, à vrai dire. Mais la stratégie, c'était de tout faire pour être lu. Or, être lu aujourd'hui, quand on n'est pas connu, eh bien, ça veut dire faire un roman policier. Et ça, j'étais capable de le faire. C'est-à-dire que je savais que je pourrais pu écrire un Agatha Christie ou même un Simenon. C'est-à-dire que je serais un faussaire. Mm-hmm. Je peux être un faussaire. Mais j'ai choisi d'adopter un ton personnel pour me très démarquer. Humoristique, en fait. Me démarquer tout à fait. Donc, et puis donc ça, c'est la première assise. La première assise, c'est d'écrire un policier. Ensuite, quand on est régional, bien autant écrire sur sa région. J'ai dérogé une seule fois pour un roman que j'aime beaucoup, qui est mon préféré, qui s'appelle Pharaon 1923. Oui, il sort du lot. On a l'impression de découvrir Howard Carter devant la tombe de Toutankhamon. C'est un petit peu ça. On a quand même tout ce contexte avec une enquête un peu à la Indiana Jones, avec des... c'est pas un policier déjà. Hein. Voilà. C'est un roman, c'est une fable sur le mensonge. C'est-à-dire que dans ce roman-là, tout le monde ment. Mais chacun a les meilleures raisons du monde pour mentir. Et ça, donc, on va dire que c'est pseudo-philosophique. Et puis, il y a une réflexion... Il y a de l'aventure, il y a quand même... Il y a de l'aventure. Voilà, toujours, il y a surtout une réflexion de fond. Cette idée-là, suit la trompe de l'éléphant, tournée vers l'est, fait 3 pas, etc. Je parodie la chose, mais on a vraiment cet univers. Et le même ton humoristique que dans les autres, quand même. Il y a une unité. Il y a un petit peu, mais c'est moins humoristique que le Moineau de Bellecour, on est d'accord. Et donc, j'ai fait ce roman qui est mon préféré, parce que c'est aussi, pour moi, une réflexion sur le rôle du créateur et de l'auteur. En tant que menteur en chef, quoi, en quelque sorte. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit, mais... Et donc, ce roman qui est mon préféré, tout le monde me dit, écoute, c'est ton meilleur. C'est vrai que, je pense que tu seras d'accord avec moi, le style est parfaitement au service de l'histoire et pas l'inverse, quoi. Exactement. Eh bien, ce roman-là, il n'a pas du tout marché. Il n'a pas du tout marché. Pas encore, mais de toute façon, avec un recul de 5 années, tout peut décoller maintenant. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, il est épuisé, on ne le trouve que sur Amazon, c'est tout, celui-là. Donc les lecteurs, nos auditeurs pourront se le procurer sur Amazon s'ils tiennent à lire une enquête qui permet de découvrir des choses concernant les pharaons. Oui. Le pharaon de la Sorbonne, en fait. C'est un pharaon des temps modernes. C'est-à-dire que c'est un professeur d'égyptologie qui vient de mourir et qui donne un certain nombre d'indications pour un jeu de piste à une 4 sorte de ses d'ambiance de étudiants. Maurice Leblanc un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Alors ça, c'est une de mes inspirations. Je suis un fan de romans populaires. Leblanc, Leroux, le fantôme de l'Astrobal, c'est carrément Leroux, hein, on est d'accord. Et puis Souvestre et Alain, Commissaire Juve, Fantomas, tout ça, oui, ça c'est mon Mais ça, on le ressent en même temps qu'on ressent aussi donc cet humour
de livre en livre qui se retrouvent toujours, donc forcément liés à la personnalité de tes enquêteurs, des enquêteurs qui croisent à chaque fois une population qui vient de tous horizons. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup du coup de langages qui à chaque fois correspondent soit au franc-parler, au patois, à la langue d'origine, etc. de tous les interlocuteurs. On sent quand même cette espèce de mondialisme derrière. Et puis, cet intérêt pour les fantômes, hein, même le mot fantôme revient dans plusieurs titres. Et quand c'est pas le fantôme, c'est la momie. Quand c'est pas la momie, c'est le pharaon. Et même, donc, du coup, dans le tout dernier dont on parle maintenant, qui fait partie des enquêtes de ton moineau de Bellecour, donc les enquêtes d'Obispo, on a Astro Ghost. Donc on parle de fantômes et dans un lieu qui est du coup la salle de l'Astrobal où s'entraîne Lasvel. Oui, alors tout à fait. C'est une enquête du moineau de Bellecour qui se déroule entièrement, non seulement à l'Astrobal, mais au siège de Lasvel, dans la salle Mado-Bonnet de Lasvel féminin. Et puis on va tourner autour du quartier, c'est-à-dire que... Sans mentir, je pense que 90% du roman se passe à Villeurbanne. Oui, on parle beaucoup du cimetière de Cussé aussi. Voilà, au cimetière de Cussé, le barrage hydroélectrique sur le canal de Jonage, etc. Donc on est vraiment dans le quartier, la piscine, la caserne des pompiers, tout là. J'ai passé des heures, évidemment, avec on sent un gros travail de recherche, de documentation, et puis on sent que tu connais la salle. Ah oui, non, je connais par cœur. Et en plus, j'ai bénéficié. C'est ça, hier soir encore. Hier soir encore, j'ai assisté à la défaite de mon équipe contre le Žalgiris Kaunas, mais bon, on n'a pas démérité, voilà. Exactement. Puis on ne peut pas gagner tout le temps. Non, on ne peut pas. Mais alors, bon, Lasvel a accueilli ma requête, ma demande avec beaucoup de bonne volonté, et donc en fait j'ai rencontré plusieurs personnes, je vais donner leur nom parce qu'elles méritent vraiment un grand coup de chapeau. C'est Alexia Leduc, Corinne Ducard, et qui m'ont fait rencontrer le directeur général adjoint Alain Clouc, un type absolument fabuleux, plein d'humour, intelligent, etc. Et il m'a accompagné, on a fait le tour de l'Astrobal. On est allé dans les vestiaires des arbitres, les vestiaires de l'équipe des visiteurs, même les placards, puisque les placards ont une importance dans le roman. Leur profondeur surtout. C'est bien dit. Et puis même on est allé sous les gradins. Je disais je vais peut-être cacher un méchant là sous les gradins. Et en fait, j'en ai peu besoin, mais on ouvre quand même la porte des gradins. Ça se fait, est-ce que tu peux ramper, etc. Donc vraiment tu t'es non seulement on peut ramper, mais on peut se tenir debout sur les premiers. On est obligé de ramper en bas, mais plus on monte, mieux on se tient debout, quoi. Et c'était fantastique. J'ai visité des espaces atypiques. Bien évidemment, il y a une correspondance entre le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux et le fantôme de l'Astrobal. C'est-à-dire que on a un lac souterrain. Comme dans on a une chose, je ne vais pas dire laquelle parce que c'est un spoiler, mais enfin bon, on a un truc qui tombe sur le terrain au tout début, etc. Comme comment on dit ça en anglais, j'ai chandelier, pas un chandelier, un candélabre, un truc comme ça, qui tombe dans le foyer de l'Opéra de Paris. Une sorte d'immense lustre, oui. Oui, c'est ça, un lustre, voilà, un grand lustre. Donc on a vraiment l'idée que en fait tu as exploré tous les recoins avant de pouvoir essayer de placer cette histoire, mais justement les autorisations des personnes en question, tu leur as demandé avant de les mettre en scène parce qu'ils interviennent dans le livre. Je veux pas trop en dire non plus, mais même jusqu'au PDG, etc. qui sont représentés dans l'histoire, pas toujours. Il y a 45 personnes qui sont mal nommées ou renommées, dont le président, qui s'appelle, comme chacun le sait, Tony Parker, numéro 9. Alors là, oui, quand on voit Parker, comme quand on apprend une leçon par cœur, on se dit, OK, Toine, ça doit être Tony, voilà. Tony C'est-à-dire Parker. Que je tenais absolument à avoir cette dimension. Même moi, je l'ai reconnu, alors que le reste, je connais quand même, oui. Il y a 45 autres personnes, hein. Pour qui connaît les joueurs, etc., c'est assez drôle. Parce que, par exemple, il y avait un joueur qui s'appelait... Bon, par exemple, il y a un type de 2,21 m qui m'a l'air très sympathique, que j'ai pas encore rencontré, lui, qui s'appelle Youssoufa Fall. 2,21 m quand même, hein.
Et je l'ai renommé Youmoussa Mafé. Mafé, c'est un plat traditionnel sénégalais. Alors, j'espère que ça lui... Il a eu son exemplaire du roman. Mais voilà, ils t'ont tous donné leur consentement pour intervenir dans l'histoire, parce que parfois ils peuvent être... Ça s'est pas posé en ces termes. C'est-à-dire que c'est moi qui ai demandé. J'avais décidé d'ores et déjà, dès le départ, que ça n'allait pas être le roman véritable, parce que j'avais aucun intérêt à ce que ça reste terre à terre. Et... on va rencontrer Tony Parker et le président Gaëtan Meunier, etc. Ça allait pas du tout. C'était pas du tout. Ça dépareillait dans le ton de mon roman. Il fallait vraiment que ce soit à un niveau parodique. Et j'ai trouvé ce niveau parodique. J'ai proposé à Lasvel donc de leur montrer mon synopsis, puisque je travaille toujours comme ça, très très structuré, très découpage complet, etc. Finalement, quand tu veux présenter l'œuvre à quelqu'un, d'avoir ce plan très détaillé. Sinon, ça évite quand même d'écrire un roman pour rien, où on te dit, non, ça va pas, tu peux pas me nommer comme ça. Ensuite, une fois que le tapuscrit était terminé, j'ai envoyé un PDF qui n'a pas été lu. Non, vous faites ce que vous voulez. Donc j'ai eu les coups des franges, carte blanche comme ça. C'était assez fabuleux quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Les bonnes relations persistent malgré le départ d'Alain Clou pour Limoges. En fait, le nouveau directeur général adjoint que je dois rencontrer le 16, on s'est déjà salué, il s'appelle Adrien Talek, et en fait, il est question de vendre mon bouquin, enfin, que mon éditeur vende le bouquin à la boutique. À la boutique, ça serait formidable, puisque de toute façon, ce serait sympa, quoi. Et c'est bien la première fois qu'on a un roman policier, ou en tout cas une enquête, dans un cadre comme celui de l'Astrophile. Tout à fait. C'est un petit peu inhabituel. J'ai lu d'autres romans policiers ou pas policiers qui se déroulent dans les milieux du basket, et ça s'en écarte complètement. Bien qu'on soit dans un club de basket avec, on ne parle pas de dunk à toutes les 5 secondes comme j'ai pu le lire sur un roman new-yorkais, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le ton qui fait la différence de toute façon. Ce côté parodique, cet humour, et puis. Au sein de l'enquête elle-même. Et l'enquête se déroule en fait. Il y a des lieux extérieurs. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas seulement une enquête là-dedans, il y a une quête. Et c'est vrai. C'est vrai que l'enquête policière, elle est menée par le commissaire Dinandier et son équipe. En revanche, il y a une sorte de quête de Nacho Obispo pour un ectoplasme qui paraît être plus un ange gardien qu'un véritable fantôme, et ça, tout ça... Ça renvoie même à son histoire personnelle. Au bout d'un moment, ça lui parle. C'est une recherche sur lui-même qu'il fait. Michel Jacquier, dans Radio Pluriel, adore ce perroquet fantôme. Je ne sais pas si tu as apprécié ce perroquet. J'ai bien rigolé en l'écrivant. Oui, mais il apparaît plutôt tardivement dans le livre. Alors il est nommé dès la page 50. Maca dit à Nacho, tu vas pas recommencer à nous faire comme Coco. C'est vrai que on a presque l'impression d'une petite voix intérieure qui lui parle comme ses ancêtres, et régulièrement il y a le grand-père, etc., qui intervient dans son souvenir pour montrer quand même qu'il a derrière lui... c'est quand même pas banal d'avoir un détective privé, père de 6 enfants, et qui s'en réfère toujours à ça. Un chien. Alors un chihuahua que t'appelles, en plus c'est le gâteau, mais je crois que ça veut dire un chat. Ça veut dire un chat, mais l'explication est donnée dans le... C'est un chien qui ressemble à un chat. Dans le tome 1 ou dans le tome 2, je sais plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout petit, le chiot ressemblait à un chaton. Et donc ils l'ont nommé le gâteau. C'est des enfants de... Mais bon, c'est un personnage quand même tout à fait atypique. C'est un personnage atypique, voilà. Père d'une famille nombreuse, qui a père aussi à un niveau onirique. Je sais pas si tu as remarqué dans chaque... Qui dialogue avec son grand-père et son perroquet fantôme, et qui est confronté sur les traces du coup de ce ghost. Alors j'ai un copain qui m'a dit, mais l'enquête à l'Astrobal. Mais j'ai adoré, mais c'est pas un polar. Il m'a dit, c'est pas du tout un polar. J'ai dit, mais c'est quoi alors? Et je sais pas. Un polar humoristique. C'est un Ducreux. En tout cas, tu connaissais donc très très bien la salle, et c'est vrai que c'était très intéressant d'essayer de comprendre qui pouvait être désigné derrière chacun des calembours, des jeux de mots, etc. J'ai pas reconnu tout le monde, mais j'en ai reconnu un certain nombre. Oui, bien sûr. Et toi, j'ai vu dans une autre interview que tu disais que ça avait été peut-être un défi de la part d'un journaliste qui a mis, Luc Paganon, qui te disait de te tourner vers cette écriture. Alors, non, Luc m'a suggéré, en fait, le Moineau 4 sur lequel je suis en train de bosser, il est entièrement découpé, j'ai 3 chapitres d'écrits. Ah, c'est le suivant?
non ? Je ne l'entamerai qu'en janvier. En fait, c'était le 3. Et Luc est arrivé, il avait bien aimé les 2 premiers parce qu'il est devenu un des personnages de Tirage Gagnant, le tome 2. Et il s'appelle Lucas Caganet. Enfin, ça ressemble. Oui. Mais bon, il y a aussi des jeux de mots pour les Occitans, ça... J'en parle personne, c'est amusant, quoi. La femme de Lucas Caganet s'appelle Monica Caganet. Donc, bref, donc Luc m'a dit pourquoi ne pas écrire un roman sur Lasvel. Alors là, j'ai une passionné de basket, oui. Oui, bien sûr. Pour un passionné de basket, c'est presque naturel. C'était logique. Quoi. Et je me suis dit, mais il y a une gageure. Qu'est-ce que je vais trouver comme intrigue pour un club de basket, tout en sachant que, par respect et par gratitude envers tout ce qu'on m'offrait comme soutien. Tu ne veux pas tomber dans des... Non, je ne pouvais pas. Des vices du style... Alors j'ai un copain cette semaine qui me dit, mais j'ai adoré, mais ça ne va pas du tout. Je dis, quoi, qu'est-ce qui ne va pas du tout ? Eh bien, c'est pas Tony Parker l'assassin. Mais je dis, mais non, je ne pouvais pas faire ça. Je pense pour le coup que tu n'aurais pas forcément pu... Non, alors là, je crois que j'aurais été barré, là. Ou alors, il y aurait un bad buzz, mais... Non, ça aurait fait un bad buzz, là. Ça n'aurait pas été bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc j'ai écrit le 4 en lieu et place du 3 et inversement. De faire apparaître des gens de la vie réelle dans les bouquins, en fait, tu l'avais déjà fait avant avec Luc, mais aussi avec même des personnages. Un personnage de Françoise Chaplon que tu faisais intervenir dans Des Crimes et des Routes. Exactement, j'ai demandé l'autorisation à Françoise de... Françoise était passée sur... elle est passée chez moi aussi, oui. Très bien. Elle a fait une émission l'année dernière, c'est pour ça que j'en parle. C'est une grande amie, Françoise. C'est vrai que tu t'attends. J'ai emmené le même jour, pas la même année, c'est tout. D'accord. Et le suivant alors, tu penses encore garder Le Moineau ou tu te tournes vers autre chose ? Alors, mon éditeur, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mon éditeur a édité quand même 3 moineaux en 18 mois. Et c'est beaucoup. Parce qu'ils étaient déjà écrits peut-être, non ? Le premier était déjà écrit, puisque le premier a été écrit en 2020. Donc, il est paru simplement en mars 21, c'est ça ? Oui, en mars 21. D'accord. Donc, des délais normaux, on va dire, pour l'édition. Et puis, comme ça marchait bien, le premier mono Salsa Picante a bien marché. Et vous avez le 2 ? Tac, banco. Et on l'a fait en novembre 21. Et puis Lasvel. Alors, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je fais avec Lasvel ? Il faut le mettre en 3 et pas en 4. Et donc, voilà que le bouquin est paru à la fin du mois d'août, quoi. Donc ça fait, il m'a donné carte blanche, c'est génial, quoi. Et de plus, il trouve que le Moineau 3 est le meilleur des 3. Je suis mal placé pour en juger, mais j'ai une affinité particulière peut-être pour le 1, parce qu'il est beaucoup plus viscéral et beaucoup plus personnel, peut-être que celui de Lasvel. Mais, néanmoins, revenons à celui de Lasvel. Celui de Lasvel, il est quand même... il opère à plusieurs niveaux. Non seulement au niveau des enquêtes et de la quête du moineau, mais c'est un brûlot, c'est un manifeste anti-discrimination, anti-racisme, anti-sexisme. Et on va même beaucoup plus loin, puisque la résolution fait intervenir... Il ne faut pas trop en dire non plus. Non, je ne peux pas en dire trop, non. Mais on sent de toute façon cette idée de vouloir inclure tout le monde, aucune discrimination, voilà, c'est ça. Un respect pour les cultures, un respect pour l'identité des uns des autres. Exactement. Une façon de pardonner dès le premier aussi. moineau, je pense que la communauté LGBTQ, je ne sais plus combien il y a de lettres aujourd'hui, mais peut s'estimer bien traitée. Je sais pas comment le dire. Je pense aussi. Mais tu as une façon en plus d'excuser les erreurs de parcours, les fautes, etc. De manière en fait attachante ou allez, voilà, on fait 3 prières et ça passe à autre chose, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le moineau, le moineau, ses torts en fait. Le moineau à son corps défendant dans le 3 participe un petit peu à un certain racisme, un certain sexisme. Et Lasvel, c'est pour ça que j'avais décidé de traiter de ces sujets-là à Lasvel, parce que Lasvel, pour moi, c'est un creuset de civilisation où se mêle tout le monde. Les races, les religions, les sexes, les choix sexuels, tout ce que tu veux. Enfin, ça, j'imagine, parce que je peux pas vraiment juger, mais... et donc, c'est parti comme ça. Le moineau arrive comme il est intégré à l'équipe de communication du club, en tant que salarié. Donc Tony Parker le fait entrer et tous les autres ne savent pas qu'il est détective. Et là, la première chose qu'il fait, il met les pieds dans le plat. C'est-à-dire que
Le moineau, le fantôme, est-ce que c'est un... Il est tout noir. Et tac, il se gourre, il met les pieds dans le plat comme souvent. Maintenant, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les deux facettes. C'est-à-dire qu'il met les pieds dans le plat, il est soi-même victime d'une certaine vindicte bien pensante, on va dire, à 2 reprises, sur le plan du racisme et sur le plan du sexisme. Et puis... ça va très très loin et je te parlerai hors micro ensuite de l'allégorie cachée dans la résolution. C'est parce qu'il y a un off de l'émission. Oui, c'est ça, il y a un off de l'émission. Alors. Mais donc ça va jusqu'à dénoncer certaines pratiques puisqu'il est accusé à tort de harcèlement sexuel. On sent de toute façon que tu es très préoccupé par toutes ces questions un peu sociales, d'actualité, etc. Et du coup, que c'est finalement très moderne comme questionnement. Moi, il y avait une phrase que j'ai adorée dans la bouche de la femme, du coup, Maca, je crois, parce que c'est Marie-Caroline Bussy de Charette. Voilà. Maca. Qui disait à un moment de l'histoire, chaque femme elle doit devenir capitaine de sa vie. Je me suis demandé si c'était un vrai slogan de l'Asvel. C'est un vrai slogan de l'Asvel et ça, alors je ne sais pas, j'ai rencontré Marie-Sophie Obama qui dans le bouquin s'appelle Sofia Maria Uyala, qui est une belle personne et qui a vraiment des choses en tête et elle a orienté son club comme une nef dans la tempête vers un statut d'entreprise mission et que chaque jeune femme, chaque petite fille devienne le capitaine de sa propre existence. Oui, je trouve ça très beau comme message. J'ai trouvé ça génial. Et j'avais le choix parce que l'Asvel fonctionne à de multiples niveaux là-dessus. Par exemple, il y a un club adéquat ou une école. Il y a tout ce qui est... Et donc, j'ai choisi en priorité cet aspect de l'entreprise, puisque c'est quand même une entreprise au fond, de Marie-Sophie Obama qui va dans un sens que je trouve prégnant aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui se passe en Iran, quand on voit même ce qui se passe aux États-Unis avec cet imbécile de Trump, etc. Oui, j'ai fait mes choix. J'ai fait mes choix. Je n'ai pas parlé de tout. Oui, il y a un engagement, mais un engagement dans le sens justement citoyen, démocrate, et puis que tout le monde puisse aller au bout de ses projets, que personne ne soit arrêté par une discrimination, une identité, une culture, etc. Qu'on ait tous les mêmes chances en fait. Et ça, c'est l'Asvel féminin, entreprise à mission. Super, non? Donc au milieu de tout ça, il y a un fantôme, on n'en dira pas plus évidemment pour ne pas spoiler l'histoire, mais on est dans ce décor qui est très documenté, on est dans la parodie de la structure existante, mais uniquement pour faire rire sur les sonorités. Et qu'on reconnaisse sans que chacun soit directement des interlocuteurs attitrés. Par contre, sur le message, c'est bien le message véhiculé par le club d'ouverture d'esprit et d'égalité des chances, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je te remercie de l'avoir si bien compris. Dans le premier tome, il y avait, par exemple, on se démarquait totalement, c'était vraiment un pamphlet contre toutes les dérives fascistes. Donc, dans le 2, il y avait une sorte de critique implicite de la société de consommation. Et de fait, le premier moineau est placé sous le signe de Voltaire, et le deuxième sous le signe de Rousseau. Et le troisième sous le signe du fantôme de l'opéra, mais de Gaston Leroux. Mais on sent ton engagement et cette volonté. J'essaye de donner quelque chose d'autre. C'est pas seulement un polar, n'en déplaise à certains qui me disent que c'est un Ducreux, soit, mais... oui, j'aime bien que ce soit plein comme un œuf. Il faut que pour moi, un univers, il faut qu'on y croie et qu'il y ait beaucoup de choses dedans. Sinon, moi, je m'emmerde. Il y a plusieurs niveaux, effectivement, de lecture et c'est très riche et assez profond quand on voit, en fait, les allégories cachées. Alors, certaines, peut-être que je ne les ai pas vues, effectivement, mais ça mériterait que les auditeurs puissent lire du coup. On a Jean Ducreux. Ouais. Et tu me dis qu'elle va être disponible à la librairie de la Passerelle à Rive de Gier, c'est ça? Alors, c'est la bouquinerie de Ségolène. Elle s'appelle La Passerelle, effectivement. La Passerelle, voilà. Et donc, tout ça sera disponible à La Passerelle, oui, bien sûr.
C'est une fille merveilleuse, hein, Ségolène. Hein, je la Bien trouve sûr. extraordinaire. Hein. Et sur Lyon, tu vas faire des salons prochainement, au mois de décembre. Non, hélas, je fais que un seul salon, c'est celui de Chazet. J'ai tout interrompu fin septembre parce que je me suis pris à avoir des grosses contractures ici. C'est la main, souris et clavier. Et puis ici. Et donc j'ai très très mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que j'écris, je le dicte. Alors, il est possible que tu aies reçu un message de moi où c'est indiqué « Bonjour Sandrine, point », et puis le point est indiqué, au lieu d'avoir un point CPOINT qui est indiqué. D'accord, donc tu as un assistant, une intelligence artificielle qui écrit à ta place. On peut dire ça. En tout cas, nous serons ravis de t'inviter de nouveau lorsque le mais c'est déjà quatrième fini volume, oui. Nous avons un temps d'antenne de 30 minutes, je crois. Nous d'accord. arrivons au bout de notre émission et le reste sera en off. Donc voilà, nous invitons les auditeurs à te rencontrer prochainement, ou à lire en tout cas ce que tu écris, ce polar avec cette connotation humoristique, notamment le dernier, Astro Ghost, qui se passe donc à la salle de l'Astrobal et qui parle de Lasvel. Oui. Bon, rebaptisé Losvel dans l'histoire, mais tout le monde comprend. Tout le reste, tous les endroits où passe le moineau sont de vrais endroits, y compris l'hôtel de police de Berliet. Le siège de la PJ, bien sûr. Et on sera ravis du coup de découvrir le tome suivant des aventures du moineau de Bellecour. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup, Jean. Et merci aux auditeurs. On leur souhaite une très belle journée. Et puis à très vite pour une nouvelle émission de Rivage. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était l'émission Rivage, Rivette à la page avec Sandrine Bertani.